Monsieur le recteur Yvan Anglais, Monsieur le prorecteur, Monsieur le président du conseil d'administration, Madame la doyenne, Messieurs les doyens, Mesdames, Messieurs les professeurs, Mesdames, Messieurs, distingués invités, il me revient le privilège de m'exprimer au nom des autres récipiendaires de cette prestigieuse distinction de Dr honoris causa de l'Université libre de Bruxelles. Au nom donc de M. Ziggy Hirsch, éducateur, thérapeute, qui a survécu au camp de concentration. Si vous m'y autorisez, je veux vous exprimer, M. Hirsch, mon respect, mon estime, et même si vous ne m'y autorisez pas, mon affection et ma tendresse. Et en dehors de tout protocole, je veux présenter mes hommages à votre épouse pour qui elle est. Je parle aussi au nom de M. Ahmed Insel, politologue, économiste, militant de la mémoire, de M. Ken Loach, cinéaste prodigue, engagé sur les causes de justice sociale et de solidarité. Ils ont consenti à ce que je prenne la parole et je les remercie pour leur confiance. Il me revient donc, c'est un signe honneur de m'adresser à vous et d'abord de vous dire notre gratitude d'être ainsi accueillis dans votre communauté universitaire. Quelque part, au fond de toi, il y a cette personne libre dont je te parle. Trouve-la et laisse-la faire du bien dans le monde. C'est de Toni Morrison, prix Nobel de littérature dans son roman Home. Mesdames et messieurs, nous nous tenons ici en conscience aiguë du lieu et de ses symboles. D'éminentes personnalités nous ont précédés à cette place. Nous prenons donc toute la mesure du geste ainsi accompli. Lieu de circulation des connaissances, des savoirs, des expériences, des personnes. L'université est bien le creuset des apprentissages fondamentaux pour l'émancipation, l'autonomie de pensée, l'indépendance d'esprit. Elle est bien l'endroit où le message à vocation universaliste des Lumières doit consentir à frotter le sujet abstrait de la Déclaration des droits de l'homme aux citoyens concrets qui aspirent à ses droits, à ses libertés et acceptent ses obligations. Ce n'est donc pas l'être sans être, la personne sans chair, sans histoire, sans mémoire, sans langue, sans rituel qui évolue ici. Ce sont bien des personnes de chair, d'opinion, d'avenir qui font ici communauté intellectuelle, communauté de savoir, communauté d'interrogation et de doute. Nous sommes donc tous les quatre particulièrement heureux de rejoindre cette cité où la disputatio permet de se soustraire à l'arbitraire des cadres de pensée figés, permet de dépasser le désordre des instincts, de surmonter l'étroitesse de l'intérêt particulier, d'échapper aux idées reçues. Lieu de transmission, l'université est aussi un lieu de renouvellement, d'invention, d'audace. C'est pourquoi il est bon et il est recommandé de laisser libre cours à sa curiositas, au sens humaniste du concept, afin de prendre et d'offrir aussi sa part dans le défrichement et l'établissement de connaissances, de compréhension. Il est d'ailleurs intéressant de s'arrêter très rapidement, très sommairement, sur la création des universités. Les universités européennes ont été créées au Moyen-Âge
non sous l'empire de la raison, mais sous l'emprise de la religion. L'enseignement s'articulait autour de la théologie et du droit canon. Et puis, l'esprit d'examen et la raison critique ont peu à peu pénétré cet univers jusqu'aux 4 facultés du XVIIIe siècle. Les arts, la médecine, le droit, la théologie encore. Votre université, je crois, en a connu quelques soubresauts à la fin du XIXe siècle. Et les sciences aussi ont pénétré de plus en plus. Et elles se sont affirmées de telle façon que s'est imposée l'idée selon laquelle le progrès scientifique et le progrès moral cheminent de concert. Et l'université, qui est le biotope des courants de pensée, a vu éclore de véritables internationales intellectuelles, comme le positivisme d'Auguste Comte, dont la doctrine a aussi croisé l'histoire de votre université, une doctrine qui a inspiré des hommes d'État, notamment dans leur conception de l'instruction publique, tels que Jules Ferry en France, ou Émile Littré, qui, pour son fameux dictionnaire, s'en est également inspiré, en a subi l'influence. Et puis, ces professeurs politiques d'Allemagne, qui, pour soutenir leurs étudiants en révolte, ont conçu un vade-mecum de leur droit constitutionnel. On considère qu'ils ont réussi à jeter dans l'effervescence des débats publics les fondements de l'état de droit. Et au XXe siècle, une autre internationale intellectuelle, le structuralisme, a réussi à parvenir, par-delà les matières, par-delà les frontières, à parvenir à nourrir la réflexion commune. Mais les universités sont aussi des lieux de lutte, parce que cet éveil de l'esprit, évidemment, a des répercussions sur le rapport des universités, des étudiants, à l'ordre et au pouvoir. Et les campus ont été, sous toutes les latitudes, des lieux de contestation et de revendication des libertés, des droits civiques, de plus de justice. Ce fut le cas en Europe, ce fut aussi le cas hors d'Europe, par exemple aux États-Unis, notamment dans les États du Sud, dans la lutte contre la ségrégation. Ce fut aussi le cas au Mexique, on se souvient du massacre de Tlatelolco. Ce fut le cas en Afrique du Sud, où l'université du Cap a été si fortement impliquée dans la lutte anti-apartheid. Notre vigilance est appelée à ne pas s'assouplir, car nous savons que les sciences qui sont neutres dans leur rigueur peuvent néanmoins être enrôlées pour des intérêts égoïstes ou pour des projets dévastateurs. De sorte que, par exemple, les pratiques nazies ont conduit le tribunal de Nuremberg à regrouper et à énoncer 10 principes fondamentaux d'éthique biomédicale. Monsieur le recteur, mesdames, messieurs les professeurs d'université, vous avez engagé en cette année académique un plan d'action autour des diversités. Et c'est cette année que vous avez choisi de nous faire l'honneur, de nous inviter à nous placer à vos côtés. Nous le recevons comme une admission dans la cité, votre cité. Cette cité qui se veut et qui se sait cité monde et qui pratique partout, dans les salles de cours, dans la cour, dans les laboratoires, en conscience ou par méthodologie, pratique de quotidiennes expériences d'altérité. Il n'y a ça rien de bien étonnant ici dans cette ville monde, Bruxelles, ce qui ne signifie pas qu'on ait fait forcément table rase de tous les préjugés. Mais au-delà de ce que l'on entend habituellement par diversité, à savoir tout ce que peuvent contenir de différences, le genre, l'âge, l'apparence physique, le handicap, la conformation, la carnation, la situation économique, la condition sociale, les croyances, la non-croyance, l'appartenance ethnoculturelle, les affinités amoureuses, toutes ces différences qui, au fond,
ne sont que la beauté et la mélodie d'un jardin. Par-delà ces différences, ce que proclame la diversité, c'est tout simplement l'état du monde, avec sa richesse, sa complexité, ses ambiguïtés aussi, ses opacités, ses impromptus. Or, nous constatons une perte progressive de la diversité des idées, des cultures, des modes de vie, et comme une complémentarité structurelle entre les politiques néolibérales et les pratiques ou les régimes autoritaires. Nous sommes responsables de ce monde-là. C'est une responsabilité ontologique. Nous en sommes responsables au sens étymologique du terme, c'est-à-dire que nous en répondons. Et nous répondons y compris des actes que nous n'avons pas commis, dès lors que ces actes altèrent, nient, piétinent, détruisent notre commune humanité. En répondre, c'est aussi œuvrer et parler, de façon à ce que jamais aucun argument ne puisse faire autorité, si cet argument viole la dignité inaliénable d'une personne humaine, de quelque personne humaine que ce soit, de toute personne humaine, telle que cette dignité est inscrite dans la Convention européenne des droits de l'homme et dans de nombreuses conventions internationales. Il n'existe pas de balance qui fasse équivalence entre les souffrances. Les tragédies en sont toutes. Elles sont toutes singulières. L'une n'efface pas l'autre. C'est la différence entre les vérités historiques et les analyses politiques. Nous répondons de ce monde, et la responsabilité de notre génération, c'est de préparer et d'instruire les générations suivantes. Leur faire savoir que les cultures, les langues, les coutumes, les mœurs, les croyances sont légitimes tant qu'elles n'abaissent pas la personne humaine, tant qu'elles ne l'humilient pas, tant qu'elles ne mutilent pas cette personne humaine. Nous avons à les instruire de l'unité de l'espèce humaine. Nous avons aussi à les préparer à ces défis auxquels nous sommes confrontés, et notamment aux défis des réfugiés et des migrants. Car les femmes, les enfants, les hommes ne vont pas cesser de circuler. Et leur circulation met à l'épreuve nos principes, nos valeurs et nos discours. Nous devons donc accompagner et encadrer cette génération à laquelle nous léguons tant de drames et tant de tragédies. Ce mois d'avril est un mois anniversaire de plusieurs sombres événements. Le génocide des Arméniens, déportation, massacre, famine, épuisement, dont le commencement est daté du 24 avril 1915. Le génocide des Tutsis au Rwanda, qui commence le 7 avril 1994. Et ce mois d'avril est aussi le mois anniversaire du décret du 27 avril 1848 qui abolissait pour la deuxième fois et enfin définitivement l'esclavage dans les colonies françaises. Nous sommes les gardiens et les héritiers de toutes ces histoires. Nous devons en tirer enseignement et, à partir de ces histoires, construire un nouvel humanisme, celui de nos modernités, ces modernités qui sont chargées du savoir que nous avons accumulé, autant sur les expériences humaines de dévastation que sur les expériences humaines de fraternité. Merci.